heureux de pouvoir présenter ce qui a représenté pour moi quelque chose de très important pendant plus de 4 décennies, cette approche de la 4e dimension que je présentais à mes élèves pratiquement tous les ans de 1975 à 2014. J'ai commencé donc, comme disait Evelyne, que j'ai créé un blog Facebook. J'ai commencé à témoigner à la fin du mois d'août 2018, donc ça fait une vingtaine de mois, puis sur ma chaîne YouTube. Et juste un an après, j'ai eu l'heureuse surprise que Joël Vérin me demande de venir témoigner à la radio IDFM dans son émission, dont le titre est en lien avec la 4e dimension, puisqu'elle s'intitule « Au-delà du miroir », tout un programme. Cette émission a eu lieu le 29 octobre 2019. En est résultée une vidéo qui a été vue 5000 fois. À la fin du mois de janvier 2020, j'ai été interviewé par Laurent Fent, ce qui a donné 2 vidéos, la première d'1h30, la deuxième d'1h50. Bon, ça fait peut-être un peu vaniteux, enfin je veux dire quand même, avec 22 000 vues, je sais qu'il y en a qui en ont des centaines de milliers, c'est tout petit, mais pour moi c'était impressionnant d'avoir 22 000 vues pour la première, 10 000 pour la deuxième, presque 10 000. Le 24 mars, j'ai témoigné de mes sorties hors du corps, en différé également, sur la chaîne Gaïa Méditation, interviewé par un jeune très sympathique, Romain Clément. Et on approche en 15 jours, en 3 semaines, on approche des 3000 vues. Et maintenant, je vis une nouvelle expérience avec ce live dans l'association Sur les pas d'Hypatie. Alors, il se trouve que notre univers physique possède exactement 3 directions spatiales indépendantes les unes des autres. Alors, attention, j'utilise ici le mot direction dans sa définition mathématique, qui englobe toutes les droites parallèles entre elles. Vous voyez la direction D1, là, sur le côté gauche, avec toutes ses parallèles, et la direction D2, qui va du bas en droite en haut à gauche. Alors, parfois, quand on dit on va dans une direction, il y a l'idée d'un sens, en fait. Et en mathématiques, quand on a une direction, il y a 2 sens possibles. Par exemple, là, pour la direction D1, on aura en haut vers la droite et en bas vers la gauche. Est-ce que ça peut aller, c'est vrai? Alors, nous avons l'habitude de mettre ces 3 directions en rapport avec la position qu'occupe notre corps physique à un instant donné. Par exemple, lorsqu'on se trouve en position verticale, ça peut être debout ou assis, on repère ces 3 directions comme étant l'avant et l'arrière, c'est-à-dire par rapport à notre corps, hein, l'avant de notre corps et l'arrière de notre corps, la droite, la gauche, le haut, le bas. Je pense que là, c'est assez simple, ça va. Mais lorsqu'on est allongé, eh bien, ça ne se passe plus de la même façon. Je vais vous demander de faire l'effort de vous imaginer allongé. Imaginez-vous que vous soyez allongé sur le dos. Eh bien, l'avant de votre corps, c'est aussi le haut. L'arrière, c'est aussi le bas. Hein, vous êtes allongé sur le dos. Si vous êtes sur le ventre, c'est le contraire. L'avant, c'est le bas, et l'arrière, c'est le haut. Donc, on dirait qu'on a perdu au moins la dédomination d'une des directions. Donc, j'ai trouvé ce petit, enfin, j'ai cherché un petit personnage, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris cette dame là qui montre avec ses mains qui pointent vers l'avant, et puis en faisant tourner la photo, vous voyez là, on peut imaginer qu'elle est allongée, et là, elle pointe vers le haut. Alors, si on est allongé sur le côté droit, essayez de vous imaginer sur le côté droit, qu'est-ce qui se passe quand vous tendez le bras, ou même quand vous pensez à votre côté? Eh bien, la gauche, c'est le haut, la droite, c'est le bas. Si on se trouve sur le côté gauche, eh ben, c'est le contraire. Ça va? C'est à peu près clair? Merci. Alors, dans ces cas, comment nommer la 3e direction? Ben, on peut l'appeler tête-pied. Même si on est recroquevillé un petit peu, enfin, il y a quand même la tête dans une direction et les pieds dans l'autre. Mais c'est plus ni le haut ni le bas. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se trouve en apesanteur? Ben, il n'y a plus ni haut ni bas, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve. Vous voyez ici, dans un avion en vol parabolique, ils sont un peu dans toutes les directions, ça ne dure que 20 secondes à ce moment, une vingtaine de secondes. Mais par contre, dans l'ISS, la station internationale orbitale, eh bien, il y a de nombreux panneaux indicateurs, d'après ce que j'ai lu, parce que les gens se perdent facilement, ils n'ont plus l'orientation.
Alors, vous les voyez là, ils étaient nombreux. Imaginez vraiment, vous voyez, il n'y a plus ni haut ni bas, puisque là, il y a un monsieur qui est en bas, mais maintenant, c'est le contraire. Et puis là, c'est encore le contraire. Alors, pourquoi est-ce que je montre le rotor de la fête foraine? C'est très important pour moi. Bon, déjà parce que quand j'avais 13-14 ans, j'allais à la Foire du Trône à Paris, c'était encore près de la, enfin, entre la porte de Vincennes et la Nation, sur le cours de Vincennes. C'était pas un rotor comme celui-ci, évidemment très moderne. J'ai pas trouvé d'image intéressante avec les anciens rotors. Alors on est donc contre la paroi, et puis par la force centrifuge quand ça démarre, eh bien on a l'impression, les gens qui nous regardent, qu'on est collé au mur et le sol peut descendre. Mais qu'est-ce qui se passe pour celui qui est à l'intérieur? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vécu. C'est une expérience assez curieuse. Comme on ressent cette force de centrifuge qui est plus forte que la pesanteur, eh bien, on a l'impression, et c'est très important de le comprendre pour les expériences psychiques et les sorties hors du corps, on a l'impression simplement que la paroi s'incline. Notre représentation en fait des choses ne peut se faire dans notre corps physique que par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Si on ressent une pression sur l'avant de notre corps, eh bien, on a l'impression en fait que la paroi s'incline. Alors, ce qui paraît très étonnant, c'est que les autres qu'on voit à l'opposé, qui sont en face de nous, eh bien, ils sont en haut. On les voit comme s'ils étaient accrochés au plafond. Eh bien, dans les expériences hors du corps, il est clair que on a ces sensations de haut, de bas, de pesanteur ou d'apesanteur, puisqu'on peut aussi se déplacer et voler, mais ce n'est pas dans les dimensions de notre espace physique. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Abordons la quatrième dimension. À la fin du 19e siècle, et donc un peu avant Albert Einstein, avant qu'Albert Einstein élabore la théorie de la relativité restreinte en 1905, Charles Howard Hinton publiait un livre intitulé The Fourth Dimension, qui n'a jamais été traduit en français. Je le disais déjà il y a 30 ans, mais c'est encore vrai maintenant. Alors voilà une image bien palote de Howard Hinton qu'on peut trouver, avant je ne l'avais jamais vu évidemment, quand j'ai commencé en 1975. Alors dans ce livre, Hinton introduit une quatrième direction de déplacement indépendante des trois autres, qu'il nomme ana et kata. Ces deux mots viennent du grec ancien, ana signifiant vers le haut et kata signifiant vers le bas. Ça va, je ne vais pas trop vite, je peux aller. Les mots ana et kata n'ont donc plus ici le sens usuel de haut et de bas, mais ils dénomment une nouvelle direction, indépendante des trois que nous venons de voir. On peut aussi dire qu'il s'agit d'un nouveau degré de liberté, de déplacement qui reste spatial, avec deux sens opposés. Mais ce déplacement ne se fait plus dans l'univers auquel nous avons accès par nos 5 sens physiques. Hinton donne ensuite une description d'un objet qu'il appelle tesseract, du latin tessera, qui signifie bloc, cubique ou carré, utilisé en mosaïque, et que l'on nomme maintenant hypercube. En mathématiques, le préfixe hyper est utilisé dès qu'un objet possède plus de 3 dimensions, et nous en verrons quelques-uns dans la suite de cet exposé. L'hyperplan, l'hypersphère, l'hypercône qui sert beaucoup et que je présentais aussi à mes élèves en théorie de la relativité restreinte, l'hypercône de lumière est quelque chose de très intéressant. En 1975, après avoir lu ce livre que j'avais commandé aux USA et qui ne m'a pas apporté autant que j'espérais, parce que ce n'était pas mon approche, j'ai mis au point un procédé élémentaire utilisant l'addition vectorielle pour faire étudier l'hypercube par des élèves à partir de la classe de seconde. C'est ce que j'ai continué à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin d'année scolaire, dans pratiquement toutes mes classes jusqu'en 2014. Donc, comme ça a été dit, je suis retraité depuis 2010, mais je précise que j'ai continué à enseigner l'informatique. J'ai eu cette chance-là, vraiment, de travailler jusqu'à 66 ans, d'enseigner l'informatique dans la classe d'une collègue jusqu'en 2014. L'avantage pendant ces 4 ans, c'est que j'avais plus les grosses corrections de copies, surtout des copies de classe prépa, c'est 30 heures ou 20 heures de travail. Donc, j'avais plus que
la petite feuille d'informatique à corriger, c'était très léger. Alors, je vais vous lire là un extrait d'un message qui m'a récemment été adressé par une de mes élèves de l'année scolaire 75-76. Vous pensez qu'elle approche de la soixantaine. Vous verrez tout à l'heure, elle m'a réécrit, elle m'a recontacté en 2009 grâce à Copain d'avant. Et voilà, depuis, on a gardé contact. Et là, elle m'a écrit cette lettre après avoir vu mon exposé sur la quatrième dimension que j'ai fait très succinctement chez Laurent Fent. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Et puis, le rappel aussi de ce moment qui a été si fort pour moi en seconde, quand tu as parlé en fin d'année de la quatrième dimension et autres dimensions. Je revois encore la sidération qui était la mienne, comme si je ne voyais plus la place, mais uniquement ce que tu disais, l'ouverture retrouvée vers plus grand que ce monde physique et ce que l'on m'en disait. Quand j'ai vu ça, j'ai eu des larmes, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, je fais presque plus jeune que certains de mes élèves, n'est-ce pas? Voilà, je suis ici, là, j'ai bien changé, avec ma blouse blanche, le pas de def. Ça, c'était la classe de, c'est pas la classe de Marianne, c'était une classe de l'année suivante, parce que j'avais les terminales C, les premières C et les secondes C. Parce qu'à l'époque, les secondes aussi étaient scientifiques. Alors maintenant, on aborde, mais je voudrais que les personnes qui voilà, sont allergiques aux maths me supportent, mais j'ai vraiment enlevé le maximum possible. Dans un plan, il suffit de deux nombres, x et y, pour déterminer parfaitement chaque point du plan. Par exemple, le point M, on parle de son abscisse, vous voyez, x égale 2, pour ceux qui ont de vagues souvenirs, ça veut simplement dire que c'est 2 fois la distance au A1. Et y égale 0,5, ça veut dire simplement que de ce point à celui-là, eh ben, ça fait la moitié de la distance de O à A2. Si on fait le point N, on passe vers les négatifs, comme pour la température. Hein. Quand on a la température, on dit bien moins 1 degré ou moins 1,5 degré. Et bien voilà, le point N, c'est 1,5, moins 1,5 parce qu'on est de l'autre côté, et 1 parce qu'on est juste en face de A2. C'est ça les coordonnées d'un point dans un plan. Ça rappelle quelques souvenirs, ça va, c'est pas trop indigeste. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'un plan a deux dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire deux dimensions? Ça veut dire que deux nombres permettent, avec un repère, de déterminer tous les autres points. Alors la surface d'une sphère est aussi à deux dimensions, car deux nombres suffisent à déterminer la position d'un point. En effet, par exemple pour la Terre, eh bien, il y a la latitude, la longitude qui déterminent parfaitement la position. Cependant, si on se donne rendez-vous dans un immeuble, on ne pourra se rencontrer que si l'on précise l'étage. Un troisième nombre est donc nécessaire, on peut appeler l'altitude, positive ou négative par rapport au niveau de la mer. C'est pour ça qu'on dit, et je mets à tort, que l'on vit dans un monde 3D. Nous ne vivons pas dans un monde 3D. J'ai dit à tort, car si on prend l'image du rendez-vous dans un immeuble, eh bien, trois nombres ne suffisent pas encore pour qu'il y ait lieu ce rendez-vous dans de bonnes conditions. Il faut aussi préciser l'heure du rendez-vous. Nous vivons donc dans un monde 4D, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, qu'on représente par un quadruplet X, Y, Z et T qui représente le temps. C'est dans ce système qu'on peut élaborer la théorie de la relativité restreinte. Mais alors, pour représenter les objets, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypercube de lumière, eh ben on est bien embêté parce qu'on ne peut pas le représenter, c'est ce qu'on va voir avec l'hypercube. Donc, on enlève Z et on garde seulement X, Y et T. Et de cette façon, ça redevient un cône. Je vais présenter maintenant quelques éléments de géométrie vectorielle. Alors, donc c'est là, le fait que je dis que ceux qui sont allergiques ou qui ne connaissent pas, ne se découragent pas, ça va être court et vous pourrez tout de même comprendre la suite. Donc, je reprends les deux droites là, avec le point O. Je place les points A et A2 comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je définis des vecteurs. Le vecteur V1, un vecteur simplement, c'est un segment avec une origine et puis une petite flèche au bout. Voilà. Donc, moi, j'ai considéré que ça devrait être 2 cm pour ce que je vais présenter ici. Tout l'hypercube va reposer sur ce point de départ-là. C'est pour ça que je n'ai pas pu l'effacer. Après, je vais scratcher tout le reste des calculs que faisaient mes élèves. Mais le départ, il faut quand même que je vous indique ce qu'on appelle une addition vectorielle. C'est tout simplement
Vous voyez, le point B, en fait, ça se fait, même si l'angle n'est pas droit, ça donne un parallélogramme. Mais quand l'angle est droit, ben, ça donne un carré. Donc, définir un carré, c'est se donner deux vecteurs V1, V2 orthogonaux et faire leur somme. Donc, nous allons mettre des couleurs. Dans toute la suite, il va y avoir beaucoup de couleurs maintenant. Donc, vous voyez, j'ai fait deux côtés bleus, deux côtés rouges. Alors, pour comprendre les difficultés que nous aurons en présence de l'hypercube, parce que nous allons en avoir, et moi, ça fait 45 ans, mais j'ai toujours des difficultés, imaginons qu'il puisse exister un être à deux dimensions, c'est-à-dire totalement plat, qui aurait toutes nos connaissances mathématiques et qui vivrait dans le plan dans lequel nous avons tracé le carré. Alors, pour lui, une ligne, dans son plan, pourrait être analogue à un mur opaque. Nous admettrons qu'il distinguerait les différentes couleurs. Ça ne peut pas être la vue, mais ça pourrait être par exemple une sensation de température. On dit d'ailleurs que les aveugles perçoivent les couleurs par leurs doigts, par la température. Et ainsi que les angles entre les segments, dans son plan, qui est pour lui l'univers tout entier. Il ne connaît rien d'autre. Donc il reconnaîtrait ce qu'est un carré comme nous reconnaissons ce qu'est un cube. J'ai pris l'habitude d'appeler cet être hypothétique le petit bonhomme plat. Il n'y a aucune raison qu'il soit petit, mais je suis parti comme ça, en abrégé, ça sera donc PBP. Quand vous verrez dans toute la suite PBP, c'est le petit bonhomme plat. Alors parfois, j'ai vu des exposés en vidéo où les gens disent bah, imaginez un microbe ou une fourmi. Mais non, même un microbe, hélas, même un virus, est à trois dimensions. Le petit bonhomme plat, ça ne peut être imaginé que comme une ombre. Alors là, on repense encore à Platon. La caverne de Platon, pour moi, qui est très très importante, comme allégorie. Cette allégorie est vraiment la réalité de notre univers quand on réfléchit bien. On est là attaché à regarder les images sur un mur projeté et voilà. Donc le petit bonhomme plat, c'est soit une ombre, soit un point lumineux. C'est même pas un dessin parce que quand j'utilise un stylo pour faire un dessin, eh bien, il y a une épaisseur. Il y a l'épaisseur de l'encre. Donc vous le voyez, le petit bonhomme plat ici, c'est l'enturlu. Alors je suis très à l'aise maintenant pour le présenter, un peu moins qu'en dans les premiers temps, parce que dans les années 80, quand j'ai acheté son livre, le Géométricon, j'ai utilisé le petit bonhomme plat, mais là maintenant, Jean-Pierre Petit, qui est quelqu'un d'extraordinaire, physicien, cosmologiste, je vais en redire quelques mots tout à l'heure si j'ai le temps, et d'ailleurs il est sur le plan du graphisme, il est extraordinaire, et il a mis tout ça sur son site en vente libre, en vente, pardon. Justement, gratuitement, sur son site, vous pouvez accéder à toutes ces bandes dessinées. Et je vous le conseille, il y a des choses passionnantes. Donc, nous revenons à notre petit bonhomme plat. Et voilà. Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est savoir ce qu'est un cube. Nous serons dans la même position. Donc, il faut imaginer une droite qui passe par haut. Est-ce que vous voyez la pointe de ma souris? Oui. Vous voyez quand je monte quelque chose? Oui. Ah bon. Eh bien, le point haut, on va faire passer une droite. Et même un enfant de 7 ans, je l'ai présenté à mes 4 petits-enfants quand ils avaient 7-8 ans. Et ils ont bien compris là ce que c'était qu'une droite qui va être perpendiculaire à ces deux droites. Oui, tout le monde y arrive, mais pas le bonhomme plat. Bien sûr, vous imaginez que cette droite-là, elle va vers l'avant. Et puis aussi, bon, je ne l'ai pas mis parce que ça brouille un peu, mais vers l'arrière aussi. Cette droite, elle est perpendiculaire aux deux autres. Mais le petit bonhomme plat, il ne peut pas comprendre ça. Dans son univers, les seules droites qui sont perpendiculaires aux verticales, ce sont les horizontales. Il n'y a que deux directions. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Il lui manque la perception de la troisième dimension. Et nous serons dans la même situation. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Anna et Kata. Nous sommes dans la même situation lorsque nous essayons d'imaginer une quatrième droite passant par le point haut, perpendiculaire, à la fois aux trois axes. Essayez d'imaginer l'arête verticale d'un mur, les deux arêtes du sol, et prendre une autre droite qui serait perpendiculaire. On n'y arrive pas, parce qu'elle n'est pas dans notre univers physique. Il nous manque la perception de Anna et Kata. Donc, sur cette droite perpendiculaire, je place le point A3. Donc, vers l'avant. Donc, on a un nouveau vecteur
Donc, il se trouve qu'on dit qu'il s'agit d'un repère. Bon, ça, j'aurais même dû l'effacer parce que je l'avais effacé pour l'autre. Voilà. Bon, c'est le vocabulaire des mathématiques. On dit que c'est un repère d'un espace affine euclidien de dimension 3. Il ne nous reste plus qu'à définir les sommets du cube par les additions vectorielles. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'une, mais maintenant, on peut faire la même chose avec A2 et A3. On obtient le point C, avec OC égale V2 plus V3. Vous voyez, c'est un carré, mais un carré en perspective. Et on fait pareil avec OD, avec V3 plus V1, on a le point D. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne un cube. D'ailleurs, essayez de faire ce petit jeu, parce que ça sera important pour la suite. Le point O, là, essayez d'imaginer qu'il est vers l'avant. Est-ce que vous faites ce petit truc, ça va vous faire comme si vous changiez de point de vue. C'est une illusion d'optique. Tout le monde y arrive. Vous pensez d'abord que le point O est vers l'arrière, après vous pensez qu'il est vers l'avant. Et bien, c'est notre seule façon, pratiquement, d'aborder ce qu'on va voir tout à l'heure, la quatrième dimension. Donc, vous voyez, il ne reste plus qu'à définir un vecteur OE, mais cette fois-ci, ça va être la somme, alors ça en seconde, les élèves le savent, c'est V1 plus V2 plus V3. Par le théorème de Pythagore, on peut calculer la distance du point O au point E. Certains se rappellent peut-être avoir peiné sur ce genre de problème. Mais le petit bonhomme plat, lui, est-ce qu'il peut comprendre que la droite CE et la droite OA2 ne se coupent pas? Pour lui, elles se coupent. Parce que deux droites qui ne sont pas parallèles, elles se coupent. Nous serons dans la même position. Il ne peut pas comprendre non plus, vous voyez, quand on regarde le point O et le point E, pour lui, ils sont à l'intérieur d'un polygone. Nous, on voit bien que la distance entre le point O et le point E, c'est la même qu'entre le point A3 et le point B. Voilà, donc derrière ça, le nombre 3,5, vous voyez, si l'arête fait 2 cm, la distance OE, elle fait 3 cm et demi, c'est la racine de 3 fois 2 cm. Eh bien, nous serons dans la même situation vis-à-vis de l'hypercube. Ensuite, les élèves utilisaient les relations vectorielles précédentes pour obtenir les 6 faces du cube en se mettant à la place du petit bonhomme plat. C'est ça qui était important. C'est-à-dire en faisant comme s'ils ne savaient pas ce qu'est un cube. C'est indispensable puisque nous, pour savoir ce qu'est un hypercube, on sera dans cette situation. Alors, les personnes qui souhaiteraient voir ces étapes peuvent taper Alain Pénol YouTube dans un moteur de recherche et regarder la vidéo intitulée 4e dimension dans la playlist 4e dimension et compagnie. Bon, cette vidéo dure 1h04, mais il y a toutes les étapes des démonstrations, qui comprend également, en avril 2020, 2 autres vidéos, une extraite de mon interview sur InMedia et l'autre intitulée Nombre d'or et fractal, que je vous conseille aussi. Alors voilà les 6 faces. Donc les élèves ont passé une petite demi-heure, même pas 20 minutes, pour construire par les relations vectorielles les 6 faces du cube. Donc maintenant, on va les colorer. Donc on va prendre les faces de référence en bleu, puis ensuite les faces jaunes, puis ensuite les faces rouges. N'oubliez pas que le petit bonhomme plat, il ne peut pas voir ses couleurs intérieures. Il ne peut voir que les côtés. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans la même situation. Nous ne voyons pas les volumes, j'insiste là-dessus. Nous ne voyons que des surfaces et des intersections de volumes. Dans notre univers, on croit qu'on voit des volumes, mais ce n'est pas vrai. Même quand c'est en vert, on voit par transparence. Mais on ne voit pas ce que percevrait un être qui aurait la 4e dimension dans qui percevrait la 4e dimension. Alors maintenant, on va recoller les faces. On va partir de cette face bleue, là, vous la voyez, et on va recaler la jaune. Est-ce que vous voyez où elle peut se placer, la jaune? Bon, je ne vais pas interroger, là, je ne vais pas devant les élèves. Vous cherchez par rapport aux lettres. Vous voyez, là, vous avez OA2, là, vous avez OA2. Donc, forcément, il faut la mettre de ce côté. Cette face rouge, où est-ce qu'on va la mettre? Eh bien, on regarde, on cherche par rapport à la face bleue, ici. Où est-ce qu'on va pouvoir la recoller? Eh bien, vous avez OA1, donc ça se recolle ici. Alors pour les autres, ça se complique. Parce que si vous essayez de mettre cette face-là ici, eh bien, elle va se confondre. Vous voyez, vous avez un 3D là. Ben, si vous mettez un 3D ici, ça va se confondre avec la face jaune, face rouge. Parce que vous voyez, c'est pas CE, c'est OA1 là, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire pivoter cette face-là autour de A3D. Vous pouvez imaginer ici qu'on va faire pivoter de 180 degrés
d'un demi-tour. Mais le petit bonhomme plat, il ne peut pas comprendre ça. On sera dans la même situation. Voilà, on l'a fait retourner. Pareil pour la face rouge et la face bleue ici. On la retourne et on la met tout en bas. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Quand vous étiez petit, tout le monde a fait ses découpages. On fait même des petites languettes pour coller, puis on obtient le cube. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, voilà. Hop, ça y est. Alors, comment le petit bonhomme plat peut-il comprendre que, par exemple, le côté A2C là, c'est le même ici, mais en même temps, le côté BE, c'est le même ici. Nous, on comprend bien parce qu'on fait basculer vers l'avant. Tout le monde y arrive. Mais le bonhomme plat, lui, il ne peut pas. Donc, remarquez que nous voyons le carré bleu central. Le bonhomme plat ne le voit pas. Il voit l'extérieur. Sauf s'il y avait une transparence. Mais là, ça se mélangerait. De toute façon, ça serait brouillé pour lui. Mettons le petit bonhomme plat à l'intérieur maintenant. Il est complètement enfermé là. Eh bien moi, à partir de la troisième dimension, j'arrive là, puis je place dans son univers un objet. Là, je le fais disparaître. Alors, j'écrivais toujours par précaution, il appartient à chacun de se faire son opinion sur l'hypothèse selon laquelle cela puisse s'étendre au monde dans lequel nous vivons. Personnellement, certaines expériences m'indiquent que ça doit s'apparenter à ça, notre monde. Il est poreux. Alors, vous voyez maintenant en perspective, et là, on le replie. Donc, on a deux, on l'a déjà vu cette chose-là, c'est que c'est le changement de point de vue, c'est bien sûr le même cube. Là, vous voyez le cube avec ses deux faces rouges. Là, c'est deux faces bleues, deux faces jaunes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ça, bon, je ne l'ai pas présenté chez Laurent Fenn, mais au départ, on va faire coïncider l'une des faces jaunes avec le plan du petit bonhomme plat, supposé poreux, comme on l'a dit, comme la surface d'un lac. Et on va faire très lentement passer le cube perpendiculairement à ce plan. On peut faire autrement, mais ça se complique à ce moment-là. Mais quand c'est perpendiculaire, qu'est-ce qui va se passer l'instant d'après? Eh bien voilà, instantanément, et on part d'un carré jaune, et c'est comme de la magie, instantanément, le petit bonhomme plat, qu'est-ce qu'il va voir? Enfin, quand je dis voir, c'est percevoir. Il va voir un carré avec deux côtés rouges, deux côtés bleus. Mais en fait, c'est jamais le même quand ça traverse. Il y en a une infinité. Et à la fin du parcours, on retombe sur un carré jaune. Mais c'était quoi? C'est celui qui était à l'opposé dans la troisième dimension. Maintenant, il est arrivé dans son plan. Donc, tout le cube a basculé, vous voyez, dans son plan. Alors, comment il peut se rendre compte de ça? Eh bien, on va mettre des petits points lumineux ici sur le côté. Donc, au moment où on fait passer le cube dans son univers, dans le plan, eh bien, il va avoir un petit point allumé sur le côté gauche, en haut à gauche, puis après ça va s'éteindre, puis ça va s'allumer, etc. Et c'est comme ça qu'il va savoir que ce n'est pas toujours le même carré. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, cette troisième dimension, c'est devenu le temps. Eh bien, il sera de même pour nous, pour la quatrième dimension. Alors là, j'aborde un sujet qui me passionne parce qu'à 7 ans, je montais avec, on m'avait laissé à la campagne chez une dame et puis je montais sur le toit avec elle. Comme il y avait eu la vague d'OVNI de 1954, qu'on était en 55, eh ben on allait sur le toit puis on attendait les soucoupes volantes. Vous voyez, depuis ce temps-là, je les attends. Ben, j'en ai rencontré quand même une petite rencontre à 19 ans et demi avec mes parents. J'en ai témoigné chez Laurent Fenn. Si vous faites monter le cône dans le plan, vous voyez le petit bonhomme plat, là je l'ai mis, je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai mis ici dans son plan, et bien le petit bonhomme plat va avoir un point, puis tout d'un coup ça va grossir, 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 ça va lui donner l'impression que quelque chose avance très vite, et puis après on refait descendre le cône, il va avoir l'impression que l'objet disparaît très vite. Mais ce n'est pas un objet à 2 dimensions, c'est un objet à 3 dimensions. Et si je mettais le cône un peu en oblique, je pourrais même le faire déplacer dans le plan très rapidement du petit bonhomme plat et ça dépasserait la compréhension du petit bonhomme plat.
Donc moi, ça, c'est une des hypothèses, je ne suis pas le seul à la faire, que ce phénomène ovni, bon, s'apparente au psychisme humain en plus, hein, parce que bon, il est clair qu'il y a des rapports avec le psychisme humain, mais s'apparente à la présence d'objets qui ont plus de 3 dimensions et qui interpénètrent tout à coup notre espace. Donc je demandais ensuite aux élèves de déterminer comment est constitué l'hypercube. Alors là, je passe tout de suite, hein, il y a toutes les étapes, il y en a pour une demi-heure. Hein. Voilà, ces objets-là sont 8 cubes. Les élèves découvraient ça, ils ne le savaient pas, je ne leur disais pas au départ. Ils arrivent par les calculs à voir qu'il y a 8 cubes. Donc ces 8 cubes sont comme les 6 faces, ils vont entourer l'hypercube. C'est-à-dire que l'hypercube en dimension 4 va être entouré par ces cubes. On va mettre des couleurs, maintenant 4 couleurs. Vous voyez, les cubes bleus, les cubes gris, voilà les cubes jaunes et les cubes rouges. Et on va les empiler. Alors je vais aller là, je vais aller vite au moins pour les premiers. Mais même mes petits enfants vont s'amuser à essayer de regarder, puis dire ah oui, je vois, papy, j'ai trouvé. C'est pas dur, hein. Pour certains qui verront la vidéo, vous pourrez arrêter la vidéo et puis faire vous-même la recherche et puis après vérifier. Voilà. Ensuite, le cube jaune ici, le cube rouge ici. Alors pour cela, ça se complique parce que c'est comme tout à l'heure. Il va falloir faire pivoter un cube autour d'une de ses faces. Et bien ça, c'est pas possible dans notre univers à 3 dimensions. Donc pour nous, ça va être juste un échange, vous voyez. On va échanger, hop, le cube gris ici. On va échanger de face, hop, le cube jaune ici, hop. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ma petite fille, là, il n'y a pas longtemps? Elle m'a dit, mais papy, on voit plus le cube bleu. Je lui ai dit, mais ma chérie, tu as tout compris. Elle était contente, elle allait voir son père, elle dit, papa, tu te rends compte, papy, il m'a dit que j'ai tout compris, parce que c'est la seule chose que je veux montrer, en fait. C'est la différence entre la perception de la 3e dimension, où nous continuons, nous, de voir le carré bleu, alors que le petit bonhomme plat ne le voit pas, et ici, où nous ne voyons plus le cube bleu, parce que nous n'avons pas la perception de la 4e dimension. Sinon, on verrait cet objet avec toutes ses faces en même temps. Alors, vous vous souvenez que c'était dur pour le petit bonhomme plat d'imaginer que le point C ici, il allait vers là, et que le point A, il allait en même temps vers là, parce qu'il va ni par là, ni par là, il va dans la 3e dimension. Ben, nous, on est pareil, là. Quand on a cette face, par exemple, HLIC, là, elle va se replier de ce côté. Mais ça va aussi aller vers l'arrière, ça va aller aussi sur le côté gauche, ça va aller aussi vers l'avant. En fait, c'est faux. Ça va ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Ça va dans Anakata. Ça bascule, et puis la face du bas, là, elle va se replier avec la face du haut. On ne peut pas comprendre parce qu'il nous manque, sauf peut-être des gens qui ont cette faculté de percevoir la 4e dimension, enfin, ce n'est pas mon cas. Et donc, imaginez ce que j'ai dit tout à l'heure, un être qui aurait la perception des 4 dimensions, eh bien, il verrait l'intégralité de ces cubes en même temps. Il n'y aurait rien de caché. Voilà, donc je rappelle que nous voyons parfaitement le carré bleu dans notre 3e dimension, mais que ce carré est complètement invisible. Et puis, j'ai dit que je ne revenais pas sur le petit bonhomme plat à l'intérieur du carré bleu, parce que imaginez-nous avec le cube, avec l'hypercube, si on est enfermé dans le cube bleu au centre, eh bien un être à 4 dimensions pourrait éventuellement faire apparaître n'importe quoi dans notre chambre. Je ne veux pas faire peur à certaines personnes. Voilà, la perspective cavalière du cube. Eh bien, on va faire pareil avec l'hypercube. Le voilà. C'est bien compliqué. Hein. Ben oui, ben on est comme le petit bonhomme plat, on ne peut pas comprendre. Hein. Donc, la première fois que je me suis lancé dans cette tentative, je l'ai fait avec des allumettes et du papier collant. Et je me suis aperçu que cela ressemblait à une molécule. Aussi, je suis allé au laboratoire de chimie du lycée où j'enseignais. Et j'ai fait le montage avec les barres, les boules, vous savez, des molécules pour certains laboratoires de physique. Et je l'ai montré à mes élèves. Et ils m'ont dit, mais on l'a déjà vu, monsieur, au Palais de la Découverte. Donc, effectivement, je suis allé voir dans la salle des mathématiques, il y a bien une représentation. Et il y a même un hypercube à 5 dimensions. Alors, vous le voyez maintenant avec les 2 cubes bleus. Pardon, la fatigue. Les 2 cubes jaunes, les 2 cubes bleus, alors en perspective pour nous, mais c'est des vrais cubes, hein. Les 2 cubes rouges
et les deux cubes gris. Mais là, pour les cubes gris, j'ai fait une petite perspective parce qu'ils s'imbriquent un peu l'autre. Vous voyez, vous avez deux cubes ici. Alors, vous vous souvenez que le petit bonhomme plat, il avait du mal. Il ne pouvait pas même comprendre que des droites perpendiculaires ne se coupent pas. Ben, nous, c'est pareil avec des plans. On ne peut pas comprendre que des plans perpendiculaires ne se coupent pas. Vous voyez le point A3 et le point K là, ils sont à la même distance l'un de l'autre que le point A4 et le point H. Alors, je vais vous aider un tout petit peu. Vous voyez là, par exemple, imaginez que le point K, avec le petit jeu d'optique, que le point K, il est sur la face du dessous. Et en même temps, imaginez que le point A3, lui, il est sur la face de devant. Si vous faites ce petit jeu-là, ben vous voyez quand même qu'ils ne sont pas si proches l'un de l'autre. Donc maintenant, vous vous souvenez qu'on avait fait passer le cube perpendiculairement au plan du petit bonhomme plat, avec des points lumineux. Ben, on va faire pareil avec l'hypercube. On va mettre des lignes lumineuses sur une des faces et on va faire passer l'hypercube dans notre espace à 3 dimensions. Donc au début, nous avons un cube jaune. Et instantanément, voilà ce que nous avons quand le cube défile. Mais on ne le voit pas défiler, pour nous, c'est comme s'il restait toujours le même là. Donc pour nous en rendre compte, c'est les lignes lumineuses qui vont nous aider. Donc tout d'un coup, on va avoir une arête qui s'allume, puis elle s'éteint, puis elle s'allume, puis elle s'éteint. Et donc la quatrième dimension, c'est le temps. Et puis après, ben, à la fin, on arrive à l'autre cube jaune. C'est plus le même, hein. Donc regardez-le là, le passage. Vous voyez, là, c'est allumé, là, c'est éteint, là, c'est allumé, et hop, on revient au cube jaune. Donc on a fait passer. Alors on peut le faire passer de manière plus compliquée, hein, certains le font, mais là j'ai fait la plus simple, perpendiculairement à notre univers, on fait passer l'hypercube. Alors petite chose, bon je vais glisser parce que je vois que le temps passe, il s'agit de voir combien il y a de sommets, combien il y a d'arêtes, de faces, etc. Donc il y a une petite formule, voilà la formule elle est là, pour certains ça rappellera le triangle de Pascal. Et par exemple, quand on arrive à l'hypercube 7, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'imaginer qu'il y a 500, en dimension 7, 560 cubes qui tiennent dans un espace qui est 5,3 cm. Mais aucun de ces cubes ne s'interpénètre. Il y a beaucoup de place. Plus on augmente des dimensions, plus il y a de la place. Vous pouvez mettre 560 cubes et sans s'interpénétrer dans un espace qui est à peine, vous voyez, on passe de 2 cm pour l'arête à 5,3 cm pour la distance maximale. Ensuite, je présentais à mes élèves un dessin d'Escher. Certains les connaissent peut-être. Et je lisais à la découverte des univers parallèles. Alors, comme je savais que le temps allait être compté, je ne vais pas vous lire cet extrait en entier. Vous pouvez le trouver à la 57e minute de ma vidéo sur la 4e dimension. Par contre, le dessin, je vous le montre. Ça va vous rappeler tout à l'heure ce qu'on a vu avec les cosmonautes en apesanteur. Le dessin de Escher, ici, on n'est pas dans un espace usuel parce que la verticale est différente. Vous voyez, là, j'ai mis la verticale pour ce petit bonhomme, mais les autres sont dans d'autres directions. Là, je fais tourner, et maintenant, la verticale, c'est celui-là. Et puis, je fais encore tourner, maintenant, c'est celui-là qui est à la verticale. Mais c'est la même image, hein. On a un immeuble assez étrange. Donc, voilà ce que disait la fin de cet extrait. Quel étrange immeuble que celui-ci. Ah, nous y voilà, il est situé dans la 4e dimension. Tout s'explique, ou plutôt rien ne s'explique, mais il faut tout admettre sans essayer de raisonner, car notre cerveau n'est construit que pour comprendre 3 dimensions, et les escaliers horizontaux ne sont pas la règle chez nous. Dans mes classes, je finissais par un texte que je lisais, extrait d'un livre intitulé « Du 6e sens à la 4e dimension ». Et je ne savais pas qui était cet auteur pendant des années. J'avais ce livre, mais je ne connaissais pas sa biographie. Et là, je l'ai découvert en cherchant pour cet exposé. Alors voilà ce qu'il dit. Il écrit d'ailleurs magnifiquement, ce monsieur. Pourtant, il n'a pas fait d'études au départ. Il a été à la mine à 12 ans après son certificat d'études avec son père. Frère, abandonne tes compas, les formules algébriques, les vaines équations. J'aimais bien raconter ça à mes élèves en fin d'année. Pour trouver la 4e dimension, pour vivre en elle, il te suffit d'aimer avec ton cœur, avec ton âme, de te pencher vers la souffrance, de chasser le doute.
il te suffit de diriger tous tes élans vers la religion universelle, celle qui unit non seulement les hommes dans la paix et la justice, mais aussi les mondes dans la loi de solidarité universelle, le créateur à la créature, le plus humble au plus riche. Je trouve ce texte vraiment magnifique et que j'ai pu le lire comme ça pendant tant d'années à mes élèves, je me dis que j'ai peut-être semé une petite graine. Donc, sa biographie, donc comme je l'ai dit, il a travaillé à la mine à partir de l'âge de 12 ans. Et à 34 ans, il a reçu à plusieurs reprises l'impulsion médiumnique de peindre. Et il a peint sous guidance des centaines de tableaux, dont certains de grande taille, qu'il a toujours refusé de vendre. Il disait « J'aurais l'impression de commettre un sacrilège ». Pour moi, ça c'est magnifique. Vous voyez, la toile immense, 10 mètres carrés cette toile. Alors il explique qu'il a voulu représenter les différents plans de conscience. Et je trouve qu'on peut passer du temps à méditer sur cette toile, c'est vraiment magnifique. Vous pourrez arrêter la vidéo d'ailleurs pour ceux qui verront en vidéo pour prendre un peu plus de temps. Et après, en 1971, pas loin de son départ vers l'autre monde, il a fait une toile de 3 mètres carrés. Et bon, il dit qu'il a représenté, oui, le Christ. Hein, voilà, voilà. Bon, on n'a pas le temps de méditer là-dessus, j'avance un peu. Alors, maintenant, je présentais aux élèves des images que j'aime bien parce que quand on entend des gens dire « je ne crois que ce que je vois », eh bien, regardez ça. Vous voyez deux droites parallèles, là? Pas tellement, hein? Pourtant, elles le sont. Hein. J'ai peut-être passé trop vite. Ah non, là, non. Voilà. Là, vous voyez, c'est un cercle. Il paraît un peu ratatiné. Pourtant, c'est bien un cercle. Là, vous voyez un carré. Vous voyez cet angle-là, il paraît pas tellement droit. Hein. Et je ne crois que ce que je vois. Hein. On remonte. Hop, hop. Et alors, maintenant, voici quelques autres images du géométricon. Mais alors là, je suis en train, je vois, d'atteindre l'heure. J'avais promis 1 heure. Je ne sais pas si on m'accorde un petit, encore, si vous êtes épuisé ou pas, je ne sais pas. Il faudrait interroger. Je fais quand même les quelques images et puis je vais m'arrêter après. Parce qu'après, c'était que je voulais parler du Big Bang, de la relativité, de la mécanique quantique, il y a tout ça. Mais enfin, très schématiquement, j'en ai pour même pas un quart d'heure. Mais voilà. Alors là, j'aime beaucoup cette image, je la présentais à mes élèves, c'est toujours Jean-Pierre Petit. L'enturlu, là, il est dans un univers cylindrique, assez petit. Je crois que ça s'apparente à ce qu'on appelle la loi des causes et des effets ou la loi des conséquences. Bon, ça peut faire rire. Hein. Et maintenant, on le met dans un univers sphérique. Alors ça, j'aime beaucoup ça parce que ça nous amène vers la relativité et la cosmologie. Il gonfle un ballon. Mais comme son univers est très petit, il y a un moment, il atteint ce qu'on appelle une géodésique. C'est-à-dire pour lui, dans un univers sphérique, c'est l'équateur. Donc, en fait, c'est la plus courte ligne droite. Pour lui, c'est une droite, si vous voulez. Et puis, à un moment, il a tellement gonflé, alors ça, c'est l'humour de Jean-Pierre Petit, qu'il est enfermé dans le complémentaire du ballon. Voilà. Alors, j'ai écrit, puisqu'il est question d'hypersphère, je ne résiste pas à l'envie de vous parler brièvement, oui, du fameux Big Bang, bon, j'ai fait une faute, ou plutôt de ce qui a suivi. L'expression Big Bang a été utilisée pour la première fois par dérision lors d'une émission de la BBC en 1949 par le physicien Freidold, qui en fait refusait ce modèle. Il pensait que l'univers était fixe, comme beaucoup de gens à son époque. Alors, selon la cosmologie actuelle, et reposant sur de multiples observations, que je ne mentionnerai pas ici, notre univers est issu d'une singularité qu'on appelle le Big Bang, qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. L'univers était alors extrêmement dense et chaud, composé de matière, d'antimatière, de rayonnement. Et sous l'effet de l'expansion, sa température a diminué, tandis que son volume a considérablement augmenté. Alors j'aime beaucoup cette image, vous voyez, la singularité initiale, le Big Bang. Donc ça, c'est l'axe du temps. Et ici, nous avons, alors, ça ne devrait pas être des galaxies, ça devrait être des amas de galaxies. Mais là, on met des galaxies. Vous pensez, par exemple, que sur un ballon, vous mettez des petites pastilles que vous collez. Et puis, vous gonflez le ballon. Donc, les petites pastilles, elles vont s'éloigner les unes des autres. Ou alors, vous faites un pudding avec un gâteau avec des raisins secs. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'il grossit, qu'il gonfle avec la levure, eh bien, ça s'éloigne. C'est ça l'expansion de l'univers. Et donc, William Bullmann
dans son livre, ah ça y est, la fatigue commence, je voulais le préparer, le livre, il est tout à côté, mais Sortie hors du corps, c'est pas tout ça, ça le titre, mais on le redonnera, je le redonnerai dans la vidéo. Pour lui, notre univers, nous sommes à la surface, mais pour lui, il y a quelque chose à l'intérieur. À quelque chose, ce sont toutes les dimensions jusqu'à la source. Donc la conscience, ça, c'est la surface de notre univers, c'est là où nous avons notre corps physique. Vous savez d'ailleurs que, actuellement, la théorie la plus connue, la plus standard, c'est qu'on n'a que 4,5% disons, de matière ordinaire. Tout le reste, c'est l'énergie sombre, la matière noire. Donc, les physiciens maintenant sont « Oh, c'est un mystère. C'est un mystère. On ne sait pas. » Alors, j'invite celles et ceux qui pourraient être intéressés à prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, du modèle Janus, proposé par Jean-Pierre Petit. Janus qui regardait dans deux directions opposées dans la mythologie grecque. Et Jean-Pierre Petit a déjà 83 ans. Et il vient d'être contesté en janvier 2019 par un physicien. D'ailleurs, il l'a accepté tout à fait. Mais il a répondu aux contestations, il a corrigé certaines choses, et depuis, c'est le silence complet, et il circule dans le monde des physiciens que son modèle n'est pas bon, alors qu'il a su, à cet âge-là, rectifier son modèle. Mais il a demandé un droit de réponse et on ne lui accorde pas dans la science officielle. Le modèle Janus permet d'éviter l'hypothèse de l'énergie sombre, faite en 1998 après la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et on peut éviter aussi la matière noire. Parce qu'on dit pourquoi il faut de la matière noire, c'est parce que sinon, les galaxies, on a calculé, il n'y a pas assez de matière, elles se déliteraient, elles ne pourraient pas rester. C'est pour ça qu'on imagine là. Alors donc, on fait des recherches énormes. Si vous saviez combien ça peut coûter dans des laboratoires souterrains pour chercher des particules de cette matière noire qu'on appelle les WIMP, c'est-à-dire faiblement des particules massives, mais qui interréagissent faiblement avec notre matière usuelle. Eh ben, ça fait des décennies, hein. Ils ont toujours pas, mais ils ne désespèrent pas, on dépense des millions, peut-être des milliards pour ça. Alors maintenant, le temps passe, oui. Alors, simplement si ça vaut le coup quand même encore un tout petit peu, notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles et s'étend sur 100 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est déjà 9500 milliards de kilomètres. Hein. Donc, vous voyez la Voie lactée ici. Et on nous montre comme ça le Soleil, le système solaire. Vous êtes ici. Et à quoi ça sert, ça? Eh bien, ça sert à montrer notre insignifiance, n'est-ce pas? Alors moi, je laisse parfois sur Facebook le commentaire suivant. Je comprends l'intention de ce type de comparaison pour rabaisser l'orgueil humain, ce qui peut avoir son utilité, mais je pose tout de même cette question. En quoi la taille des êtres a-t-elle un rapport avec leur degré de conscience? Cette idée d'insignifiance, je la comprends. Bien sûr que l'humilité vaut mieux que l'orgueil, ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut faire réfléchir. Bon, là, je voulais montrer des exemples. Il faut savoir, parce que je crois que beaucoup ne savent pas, que rien que dans notre galaxie et à quelques milliers d'années-lumière, par exemple, le Soleil il pourrait y avoir 1 milliard de soleils dans Vie Canis Majoris. Et on a trouvé en 2012 un autre soleil, enfin une autre étoile, qui contiendrait 3 milliards de fois le Soleil. Vous imaginez, le Soleil qui contient déjà 1 300 000 fois la Terre. Voilà, pas pour ça qu'on est insignifiant. Alors maintenant, les exoplanètes. Bon, là aussi, à mon époque de mon enfance, il y a pas, ça n'existe pas. Maintenant, on en est à plus de 4000 exoplanètes. Il y a 4 mois, là, vous voyez, on avait découvert déjà 4000 exoplanètes. Et tout ça, tout près de nous, à 400 années-lumière. Alors, vous allez voir l'univers. Hein, notre galaxie, elle fait partie d'un amas local sur 10 millions d'années-lumière qui contient 60 galaxies à peu près. La plus proche, c'est Andromède. Je ne sais pas si vous savez, mais voilà, je vous annonce un scoop, là, c'est très dangereux. Hein. Andromède, dans 4 milliards d'années, elle va rencontrer notre galaxie. Enfin, ça ne fera peut-être pas grand-chose pour notre Terre, mais on ne sera pas loin de toute façon de la fin de notre Soleil. Alors, on dit que les galaxies s'éloignent, mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que sur 10 millions d'années-lumière dans un amas local, eh ben, elles restent ensemble, elles peuvent se cogner.
mais ce sont les amas locaux qui s'éloignent les uns des autres. Alors, je vais vous apprendre qu'on a déménagé. Jusqu'en 2014, notre amas local était regroupé avec une centaine d'autres dans un super amas, appelé super amas de la Vierge, qui s'étend lui sur 110 millions d'années-lumière. C'était en quelque sorte notre adresse jusque-là. Et bien en 2014, patatrac, on a découvert que ce super amas n'est qu'une portion d'un super amas qui s'appelle l'Aniakea. Alors c'est un terme hawaïen parce que les Hawaïens étaient des navigateurs, donc on leur a fait l'honneur de le nommer l'Aniakea. Et c'est là où on habite, vous voyez. Donc on a changé d'adresse. Un peu comme lorsqu'on est un regroupement de communes, c'est mon cas. Moi, ma petite résidence de 24 mètres carrés était au Château d'Olonne et maintenant je suis au Sable d'Olonne. Ben, c'est pareil, nous on est dans l'Aniakea, vous le voyez là. Alors, nous on est ici. Quand je dis nous, c'est notre galaxie, hein, un tout petit point. Tous les petits points blancs ici, ce sont des galaxies et des amas de galaxies. Et on avance à 631 km par seconde. On ne s'en rend pas compte, hein. Il y a d'autres mouvements encore que je voulais étudier, mais enfin celui-ci, on va dans cette direction. Alors là, c'est un gros problème de savoir pourquoi on va dans cette direction. Et Jean-Pierre Petit a trouvé une réponse en 2017. Mais là, bon, ça sera pour une autre fois. Alors, voici que j'avais prévu aussi de vous parler en physique quantique des fentes de Young qui mettent en évidence la dualité onde-particule et le rôle fondamental de l'observateur. Je voulais aussi vous parler de l'intrication quantique qui met en évidence que dans certaines conditions, les distances, aussi grandes soient-elles, ne sont pas un obstacle au passage instantané d'informations. C'est ce qu'on appelle la non-séparabilité ou la non-localité. Et je suis persuadé que notre conscience est de cet ordre-là. Évidemment, je vais irriter les scientifiques purs et durs en disant ça. Ce phénomène est utilisé en cryptologie et sera bientôt une des clés des ordinateurs quantiques qui iront des millions de fois plus vite que les ordinateurs actuels. Alors, je voulais aussi vous parler en théorie de la relativité restreinte. Plus on va vite, plus l'écoulement du temps ralentit. Ceci étant illustré par le paradoxe des frères jumeaux de Langevin. On met c'est horrible, hein, un petit bébé dans une fusée presque à la vitesse de la lumière, l'autre est sur Terre, et puis bon, bah, ça dépend de la vitesse, mais quand il revient, eh ben, ils n'ont pas du tout le même âge. Le petit peut avoir 8 ans et l'autre peut avoir 30 ans, 50 ans ou même être mort. Alors aussi en théorie de la relativité générale, toujours bien sûr par Einstein, le fait que plus la gravité est forte, plus l'écoulement du temps ralentit. Vous pouvez repenser au film Interstellar pour ceux qui l'ont vu. Et bien, si les GPS ne tenaient pas compte de ces deux phénomènes, il y aurait un décalage d'une dizaine de kilomètres par jour. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée, le signal GPS il serait à 10 km de l'endroit où vous êtes. Donc, ce sont vraiment des preuves. Il y en avait eu d'autres avant. Mais bon, Einstein ne pensait pas qu'un siècle plus tard, il y aurait autant de preuves de sa théorie et qu'elle serait encore valable. Le problème, c'est qu'elle est en contradiction avec la mécanique quantique sur certains plans et qu'on n'arrive pas tout à fait encore à faire une synthèse des deux. Voilà, j'espère que ce diaporama vous a intéressé. Je vous remercie de votre attention.